Bon, c'est bon. Donc, je vais vous proposer de prendre la posture et particulièrement de prendre le temps de ressentir la position du bassin jusqu'au bout des pieds. Et à nouveau, prendre le temps de juste être ici et maintenant, de ressentir si vous avez des tensions, les laisser partir. De vérifier la posture aussi au niveau de millimètre par millimètre. Vraiment, cette posture, elle se travaille. Pour être à l'aise, avoir vraiment le bassin bien posé. Vous allez vérifier à nouveau la verticalité de votre dos, à nouveau vertèbre par vertèbre. Prenez le temps vraiment de ressentir cette élévation. La verticalité, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une concentration en fait. Votre esprit sera beaucoup plus clair si vous avez la colonne vertébrale droite que si vous êtes en avant ou trop tendu, ce qui va vous donner de l'agitation. Et allez jusqu'à la dernière vertèbre, celle qui soutient le crâne. Vous allez ouvrir la cage thoracique comme la fois dernière avec ce mouvement de rotation des épaules pour avoir les omoplates qui se presque comme si elles se touchaient à l'arrière. Les bras vont être détendus, écartés du corps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la main droite dans la main gauche avec les pouces qui se touchent. Comme ça. Et juste poser. Confortablement posé. Revoyez à nouveau la bouche détendue, les yeux entrouverts, en tout cas ouverts à 2 mètres devant vous. Laissez le regard vague, vous n'avez rien à regarder, juste laissez la lumière entrer. Et vous rajoutez le dernier point de la posture, l'ensemble des sensations liées à la respiration, même les plus fines. Vous pouvez le ressentir à la fois au niveau de la région de l'abdomen et de la cage thoracique, devant, derrière, sur les côtés. Et si vous posez l'attention de manière très précise et très fine, vous pouvez ressentir les répercussions le long des jambes, au niveau des épaules, le long des bras, et même au niveau de votre visage. Et vous allez vous rappeler à nouveau, on va remettre une motivation avec 3 parties. Une première, une personne ou une entité qui vous inspire. C'est la capacité de développer son esprit, qui a développé son esprit, développant toutes les qualités possibles et en éliminant toutes les perturbations possibles. Et elle vous regarde avec beaucoup d'amour. Il faut vous sentir vraiment comme un refuge, un guide, quelqu'un qui vous inspire, qui va vous aider et qui vous regarde individuellement comme s'il était son fils unique, comme si vous étiez son fils unique, sa fille unique.
avec énormément d'amour, de compassion et une attention pour vous guider point par point, instant par instant. Et vous allez mettre à côté de vous, à gauche, votre mère, à droite, votre père, et ainsi de suite, avec tous les membres de votre famille, cousins, cousines, enfants, petits-enfants, et ainsi de suite. Vous allez étendre également aux êtres qui vous sont chers, aux êtres que vous ne connaissez pas encore. Vous avez des sentiments plus neutres. Et vous allez également l'étendre à ceux avec lesquels vous avez des difficultés. Jusqu'à arriver l'ensemble des êtres. Et là, le sentiment que vous devez ressentir, c'est de la responsabilité. Vous allez faire de votre mieux pour comprendre ce qu'est l'esprit, le développer, et avec beaucoup, sur une base d'amour et de compassion inconditionnelle, vous le faites pour vous-même, mais aussi pour l'ensemble des êtres. Enfin, la troisième base, c'est ça. Vous allez développer des causes pour ensuite pouvoir éliminer toutes les perturbations mentales, la colère, l'attachement, l'ignorance, développer toutes les qualités, l'amour, la compassion, la sagesse, la patience, la présence à l'autre. Voilà. Bon. On va partir sur les divisions de l'esprit. On va faire une part, vraiment, on part de où on en est. Hein. On regarde comment on fonctionne. La première chose qu'on va regarder, c'est qu'on a deux manières, en fait, notre esprit, il y a deux manières de connaître, soit direct, soit conceptuel. Avec les deux, vous avez toute la possibilité, ça couvre le champ total de l'esprit. Soit c'est direct, soit c'est conceptuel. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? Non? Direct, c'est quand on perçoit directement sans passer par l'analyse mentale. Et conceptuel, c'est quand on analyse, en fait, on met des concepts. C'est pas l'objet direct, il est coloré, enfin, il peut être... Ok, ouais. Ça, c'est une façon qu'on comprend d'habitude, ouais, ça marche. Alors, direct, par exemple, toutes vos perceptions, les consciences auditives, gustatives, voilà, quand vous regardez quelque chose, vous ne passez pas par un intermédiaire. Vous regardez et directement vous voyez. Conceptuel, on passe par un intermédiaire. On passe par ce qu'on appelle meaning generality, une généralité de sens. C'est une image mentale, en fait. Toutes les images mentales ne sont pas des généralités de sens, mais c'est une image mentale. Je vais vous montrer comment on fait. Simplement, en fait, c'est assez simple.
Pour les personnes qui sont ici, pour tout le monde, regardez un mur. Regardez directement un mur. Vous le voyez, il apparaît directement dans votre conscience visuelle. Voilà. Maintenant, fermez les yeux. Pensez à un mur. Là, ce qui apparaît, ce n'est pas une image qui est l'objet, c'est une image mentale. Vous voyez? Donc, quand on dit conceptuel, ça veut dire qu'on utilise une image. À votre avis, est-ce que des perceptions directes peuvent être erronées, peuvent se fausses? Oui. Oui. Oui, elles peuvent être fausses. Tout comme les perceptions conceptuelles. C'est pas direct, c'est bien, conceptuel, c'est mauvais. Les deux peuvent être fausses, les deux peuvent être bonnes. La différence, c'est que quand vous êtes dans une perception directe, vous voyez la totalité, vous avez accès à la totalité des caractéristiques de l'objet. Quand vous voyez le mur, vous voyez à la fois sa couleur, sa forme, la texture, et vous voyez des caractéristiques précises et individuelles. Vous voyez, ce n'est pas une généralité. Vous voyez le mur avec ses défauts, avec ses particularités personnelles. On va dire ça comme ça. Quand vous êtes dans une généralité de sens, vous voyez des caractéristiques, en fait. Vous ne voyez pas la totalité. Vous n'allez pas forcément voir les imperfections de votre mur quand vous y avez pensé. Vous n'allez pas forcément voir, mais ça, non, je ne vais pas aller là-dedans. Ça va être trop compliqué après. On va avoir des discussions, on va avoir des débats. J'essaye de faire simple, le plus simple possible. Ce qui veut dire que quand vous passez à partir d'une généralité de sens, vous prenez des caractéristiques. Vous voyez, vous regardez des caractéristiques. Et ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en train de raisonner. Exemple, quand vous êtes en train de rêver, est-ce que c'est une perception directe? La plupart des rêves, hein, pas les rêves lucides, les rêves ordinaires, vous faites un rêve normal, on va dire. Est-ce que vous êtes en train d'avoir une perception directe ou une perception conceptuelle? Ouais. Vous êtes en train d'avoir une perception conceptuelle. C'est exact. Et vous n'êtes pas en train de raisonner. C'est quelque chose qui apparaît, mais c'est avec des généralités de sens. C'est pas pareil pour le rêve lucide, c'est autre chose. Ça peut être direct, mais voilà. Donc, vous voyez, conceptuel, ça ne veut pas forcément dire qu'on passe par la raison, le raisonnement. Ça veut dire qu'on utilise une image mentale qui nous sert pour percevoir quelque chose. Et cette image mentale, elle a des caractéristiques, elle montre des caractéristiques propres. On va dire ça comme ça. Je simplifie un peu parce que... Quelle différence au niveau de rêve? Rêve lucide, rêve... Parce que l'endormissement, c'est l'imagination. C'est quand vous faites... Alors, un rêve vraiment lucide, il est beaucoup plus clair et on peut être dans une image mentale directe. Et on ne dort pas. On sait qu'on dort. On dort. Donc, rêve, mais on sait qu'on dort. Même à endormissement. Oui, on dort, mais on sait qu'on dort. Et c'est un peu plus... Voilà. Donc, je dis rêve ordinaire. Là, ce que 80% des gens, 80% du temps, là, on est dans du conceptuel. Et donc, voilà, vous avez une première distinction qui est directe, conceptuelle. On peut l'utiliser de plein de manières. Direct.
Je veux savoir si le feu, c'est chaud. Je vais mettre la main au-dessus. C'est chaud, j'ai ma sensation proprioceptive, c'est direct. Je vais le savoir directement. Une autre manière, quelqu'un m'explique, le feu, c'est de la combustion, ça produit de la chaleur, et puis il donne des arguments très très précis. Je vais finir par savoir et avoir confiance en lui, si jamais tous les arguments sont valables. Le feu, c'est chaud. La différence, elle passe cette fois par du raisonnement. Vous voyez, il y a deux manières. Les deux, c'est une manière de progresser. Soit on va directement, on expérimente, soit on peut réfléchir et sur la base de concepts, comprendre des choses. Exemple, quand on fait de la méditation analytique, que je vous dis, réfléchissez, je vais revenir encore sur la méditation quand on met l'égalisation, réfléchissez que une personne qui est votre amie, en fait, c'est plein d'instants de conscience et que de temps en temps, elle est en colère, de temps en temps, elle est... voilà, là, vous êtes en train de réfléchir. Et donc, du coup, cette personne que vous considérez intrinsèquement comme une amie de temps en temps, ça peut être un ennemi de temps en temps, ça peut être quelqu'un de neutre et de temps en temps, ça bouge. Là, vous utilisez votre raisonnement et vous changez vos perceptions sur cette base-là pour développer une équanimité. Donc, c'est utile, hein. Les concepts ne sont pas à balayer, parce que des fois, on entend ça. La différence, c'est que quand vous avez touché directement le feu, l'expérience n'est quand même pas de la même intensité que quand on vous l'explique. Donc, quand c'est direct, l'expérience peut être plus forte, plus sûre, plus stable. Mais on peut être aussi stable sur du conceptuel. Si on est complètement convaincu de la chose et que les raisons sont complètement certaines dans votre esprit, ça sera tout aussi stable. Peut-être pas aussi intense, mais ça sera tout aussi stable. C'est important de savoir ça pour se dire, bon, voilà, quand on médite, qu'est-ce que je fais? J'utilise des fois du direct, des fois du conceptuel, et j'apprends les choses. J'apprends s'ils sont vrais ou s'ils ne sont pas vrais. Je transforme ma perception des choses. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure sur la souffrance. Je vous ai dit d'aller voir directement, et on a utilisé en fait une conscience pour aller voir directement ce que c'est. Donc, vous avez transformé vos perceptions. Est-ce que jusque-là, ça va? Conceptuel, direct, c'est bon? Okay. Quand même une question par rapport à la connaissance directe. Oui. Donc, je vais avoir une conscience visuelle du mur, mais encore faut-il que l'organe œil il soit bon. Oui, tout à fait. Si on compare par exemple à une mouche ou à d'autres où c'est beaucoup plus développé, ou même en faisant référence à notre propre espèce, il y a des gens qui ne voient pas les couleurs. Tout à fait. Et deux personnes n'auront peut-être pas la même perception du mur et n'aura pas la même vision du mur. C'est très juste ce que vous venez de dire. Et là, on va aller sur, je vous ai dit tout à l'heure, une conscience directe, elle peut être erronée. Elle peut parfaitement être erronée. Donc, notre travail à nous, c'est de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et c'est sur ça qu'on doit comprendre les différents niveaux de conscience. C'est super la transition que vous venez de faire. Vous venez de me faire un cadeau, c'est très gentil. On peut diviser l'esprit sur l'aspect cognitif, l'aspect connaissance. Est-ce qu'on sait ce qu'est la chose? Est-ce qu'on ne sait pas ce qu'est la chose? Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est pas valide? Projette? Non, j'ai pas envie tout de suite en fait. Je suis en train je bouleverse un peu mon programme, mais c'est très rigolo. Si, je vais quand même projeter. Je vais vous montrer, je vais vous donner la base, mais j'ai peur que ça fasse un peu rebourratif, c'est pour ça que je bloque là. Oui, on va commencer par ça. Quand on se développe spirituellement, généralement, on commence par une expérience d'abord directe. Vous voyez quelque chose, vous percevez quelque chose, vous vous demandez si c'est juste, si c'est pas juste. Après, vous avez plusieurs possibilités. Souvent, par exemple,
On va prendre un exemple direct. Vous allez voir quelqu'un qui vous met en colère. Là, ça vous est déjà arrivé? C'est bon? C'est direct. Vous voyez, au départ, on dit c'est direct. Ce n'est pas. Mais enfin, vous percevez quelqu'un visuellement devant vous et vous ressentez de la colère. On va dire ça comme ça. Là, ce n'est pas une perception uniquement directe. Vous voyez quelqu'un, là, c'est la perception directe. OK. Vous allez utiliser un raisonnement pour vous rendre compte que cette personne-là, elle a un esprit, qu'elle peut avoir des perturbations mentales, que vous-même, ce que vous avez perçu d'elle n'est pas forcément ce qu'elle est intrinsèquement, qu'elle est beaucoup plus riche que ce que vous percevez, parce que quand vous êtes en colère, en fait, vous êtes dans du conceptuel. Vous êtes en train de lui mettre une jolie petite étiquette, mais vous ne le voyez pas. C'est pour ça que c'est intéressant le conceptuel vs direct. Quand vous êtes dans des perturbations mentales, systématiquement, vous êtes dans du conceptuel. Mais systématiquement, il n'y a pas d'exception. Vous êtes en train de projeter sur la personne une jolie petite généralité de sens. C'est sympa, mais quand même, il y a des limites. Et vous êtes convaincu que c'est direct. Vous avez vu? Je vous ai dit, c'est direct, vous percevez la personne. Non, vous ne la percevez pas. Vous ne percevez pas son esprit, vous ne percevez pas son intention. Vous entendez des sons, mais sur ces sons-là, si elle vous parle, vous mettez une intention que vous-même vous dites, elle pense ça, elle m'a dit ça pour ça, et ainsi de suite. Là, vous êtes en train de blanc. Des jugements. Des jugements, des concepts, même des fois, elle n'a même pas besoin de parler, elle arrive, vous la voyez, vous avez le recul. Vous vous dites, bah non, c'est direct, c'est elle est comme ça, quoi. Non, ça veut dire que vous la voyez, sur la base de cette vision, vous mettez une image conceptuelle de quelqu'un de négatif. Donc, sur cette base-là, qui n'est pas totalement directe, on va dire, vous allez utiliser le raisonnement. Non, mais là, tu es en train de projeter, tu ne la connais pas, elle a plein d'instants de conscience, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, ça bouge tout le temps, c'est un amas d'atomes, mais c'est un amas d'instants de conscience, comment tu peux lui mettre des caractéristiques? Parce qu'en fait, elle bouge tout le temps, et c'est difficile. Blablabla, vous mettez un raisonnement. Ça va diminuer tranquillement la colère si vous y arrivez. Sur cette base, vous pouvez rajouter, elle est sujette à des perturbations, elle, comme vous, elle peut projeter, elle peut dire des choses, mais en fait, elle aussi, elle est en train de projeter, elle ne s'en rend même pas compte, et là, vous générez de la compassion. Et vous changez votre état d'esprit. Sur une base de conceptuel. Toujours. Jusqu'à pouvoir aller sur une expérience directe, éventuellement, de l'amour. Et on fait ça plein de fois. C'est ça qu'on fait en fait quand on travaille sur son esprit. On a une première expérience, souvent on la transforme. On peut la transformer généralement sur la base d'un raisonnement de concept, ça peut marcher, c'est ce qu'on fait en méditation analytique. Ou alors, autre solution, on va aller voir directement sa nature profonde. Et là, on va sur du direct. Un peu ce qu'on a fait sur la source. Mais on transforme nos perceptions. Vous voyez, c'est la manière dont on fonctionne. Ouais. Donc, cette fois, je peux mettre un peu plus de théorie. Attendez, on peut le remettre là. J'aime pas trop mettre le PowerPoint. Je le mets juste pour vous parce que je sais que c'est mieux pour apprendre. Mais et puis, hop. Donc, ce qui peut être intéressant dans votre vie de tous les jours, parce que c'est ça la définition de ce qu'on fait aujourd'hui. Quoi tu me fais pas ? C'est une forme de division. Hop, je partage l'écran. Ouais. On a une manière de diviser l'esprit. Alors attention, celle-là n'est pas exhaustive. Quand je vous ai dit direct, conceptuel, ça c'est exhaustif, ça couvre tous les types d'esprit.
Celle-là, elle ne l'est pas. Je vous expliquerai si vous me posez la question pourquoi. Mais bon, là, c'est par rapport à un objet. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous vous gourrez totalement. La conscience fausse. Exemple. Vous êtes en train de regarder un objet blanc avec des lunettes bleues, genre de la neige, vous avez les lunettes bleues. Vous n'avez jamais vu de la neige de votre vie. Vous n'avez pas remarqué que vous portez des lunettes bleues et vous croyez que la neige est bleue. Voilà, ça c'est complètement cinglé. Mais c'est possible. Vous pouvez avoir du doute. On va revenir dessus après. Le doute, c'est on m'a dit que toutes les choses qui sont composées de parties, non, tous les objets qui sont composés de causes et conditions sont impermanents. Moi, je ne suis pas sûre. Est-ce que peut-être, ou peut-être que c'est permanent, je ne sais rien. Voilà, ça oscille entre deux. Est-ce que ça existe et que ça n'existe pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Doute. Percepteur direct qui ne discerne pas son objet. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un tremblement de terre, je suis en train de vous parler. Il y a le son, il vous arrive dans votre oreille, vous l'entendez, mais en fait, vous n'y êtes pas du tout. En fait. Là, vous êtes en train de penser qu'il faut s'enfuir. Votre conscience est tellement mobilisée par ça que la conscience auditive, elle est partie. Conscience de supposition correcte. Elle est intéressante, celle-là. Celle-là, on l'a souvent. Ça, c'est conceptuel. Supposition, ça veut dire conceptuel. Correct. Elle est juste. Et pourquoi elle est juste de supposition correcte? C'est parce que souvent, quand on fait une supposition, il n'y a pas de raison. Ou alors la raison n'est pas exacte. Genre, non, il faut que je fasse simple. Simplifie. Beaucoup plus simple. Je vais mourir parce que je suis un phénomène. Tous les phénomènes ne vont pas mourir. Hein. Il y a des phénomènes qui sont permanents. C'est quand même conscience de supposition correcte. Je suis sûre que je vais mourir. Mais ma cause, elle est fausse. Ou alors, je vais mourir. Point. Mais si quelqu'un te dit, bah non, tu ne vas pas mourir parce que tu comprends, tu as une partie en toi qui est permanente, etc. Là, tu vas plus être. C'est pas totalement solide, vous voyez. Il y a une notion où c'est juste une supposition. C'est juste, c'est bon, c'est relativement stable, mais s'il y a quelqu'un qui vous rentre un petit peu dedans, ça peut quand même s'effriter. On va passer le subséquent, c'est trop compliqué, je vous explique tout. Connaisseur, là vous avez des consciences, tout d'un coup on arrive sur un connaisseur inférencié. Connaisseur, ça veut dire que vous êtes stable, vous êtes certain du truc. Ça ne bougera pas. Vous avez la raison, elle est parfaitement établie, vous savez pourquoi. Alors, j'aime pas trop cet exemple, mais bon, on va le prendre quand même. Exemple, vous voyez de la fumée, vous êtes certain qu'il y a un feu. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, moi, je n'aime pas cet exemple-là, mais c'est souvent l'exemple qu'il donne. Je l'aime pas parce que je peux vous donner des contre-exemples. C'est comme ça, mais c'est mon côté un peu, voilà. On va dire ça. Et percepteur valide direct, c'est par exemple, vous regardez un objet et ce que vous voyez est exact, directement, ou alors vous touchez, parce que là, j'utilise beaucoup la perception visuelle, mais vous touchez le feu, vous mettez la main sur le feu, vous sentez que c'est chaud. Vous êtes convaincu que c'est chaud. Bon, vous ne mettez pas la main complètement dans le feu, sinon ça fait mal, mais au-dessus, vous sentez que c'est chaud. C'est direct, c'est valide. Ça ne bouge pas.
vous avez... Donc, vous voyez, vous avez différents niveaux. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est à peu près clair là, pour l'instant? Ouais, moyen. Référentiel subséquent, j'ai raté un truc. Je suis passée sur le subséquent. Le subséquent, c'est Ah. parce que... Eh oui, je suis passée dessus, j'avais fait exprès. Le subséquent, c'est parce que... Oui, je vais donner cette... imaginez que vous êtes en train d'étudier la physique quantique. On va faire ça. Soit vous êtes Albert Einstein, vous avez découvert la physique quantique, vous l'avez particulièrement développée, vous connaissez exactement tout ce que vous devez connaître parce que vous avez compris le concept et vous l'avez créé. Soit vous êtes un étudiant dans une université, on vous explique la physique quantique, vous comprenez sur la base des concepts, etc. À votre avis, lequel a une connaissance la plus forte? Celui qui l'a découvert au départ, la première fois, et qui a tout, voilà, ou celui à qui on répète la chose, qui finit par être convaincu, mais ce n'est pas la première fois que c'est réalisé. C'est celui qui vit l'expérience. D'ailleurs, c'est Einstein lui-même qui disait l'expérience, c'est ce qui donne la connaissance, tout le reste n'est que de l'information. Eh bien, c'est ça. Subséquent, ça veut dire que c'est valide. C'est comme le percepteur valide direct, c'est comme un connaisseur inférentiel. C'est valide, c'est stable. Mais ce n'est pas le premier moment. Ça dépend d'un moment précédent de réalisation. Mais ça, je l'avais passé parce que suivant les écoles philosophiques, ce n'est pas exactement vu de la même manière et que je trouve qu'au quotidien, déjà, les autres sont déjà pas mal. Je vous ai dit, c'est a taste que je vous donne, ce n'est pas la totalité. Ce que je vais vous proposer, parce que comme là, c'est le moment de la digestion, c'est le moment où il faut vous faire travailler. Je vais vous faire travailler en groupe. Alors, à distance, vous êtes 3, 4. Pardon. Je n'ai pas envie de vous montrer la suite. 4, ouais. Donc, on va rester en groupe de 4. Je vais fermer, je vais désactiver le micro. Je vais fermer pour que les gens ici ne vous entendent pas. Vous allez pouvoir discuter entre vous normalement. Sur cette division-là, je vais vous les laisser projeter. Je vais vous proposer que l'un après l'autre, vous fassiez le travail de dire ça, c'est une conscience fausse, ça, c'est une conscience de doute, ça, c'est une conscience inférentielle, ça, c'est une conscience valide directe. Eh oui, un petit peu de bosser, ça fait pas de mal. Et ici, comme on est un peu plus nombreux, on va faire un groupe de 3, un groupe de 2. Et vous essayez de donner des exemples l'un après l'autre, vous discutez. On fera une restitution pour voir s'il y a des points que vous voulez voir. Et ensuite, je vais vous donner la définition de presque chacun. Mais au moins, ça vous permet d'avoir réfléchi à l'avance sur la base des informations très simples que je vous ai données pour vous rendre compte sur une expérience quotidienne. Vous dites, j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, ça c'est plutôt ça c'est plutôt ça, et ainsi de suite. Est-ce que ça vous va? Ça vous permet d'expérimenter un petit peu, réfléchir comment fonctionne votre esprit au quotidien. Ouais. On se donne, je vais vous laisser, si ça vous va, une vingtaine de minutes, c'est largement suffisant. Mais comme ça, pensez bien que chacun parle, prenne le temps et puis ne vous interrompez pas, les règles sont simples. La personne qui parle, donne son exemple, essaye de faire succinct et court et dit ça correspond à ça. L'autre écoute, ensuite il dit soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, il dit pourquoi. Est-ce qu'on peut faire déjà une petite restitution de votre expérience par rapport à cet exercice-là? Parce qu'il y a des choses qui ont été j'ai cru comprendre que c'était compliqué. Comment faire? Est-ce que vous avez réussi à trouver des exemples et d'autres que vous avez eu du mal à trouver des exemples ou pas du tout d'exemples nulle part? C'était très compliqué pour notre petit groupe, nous, de deux, parce qu'on tombait toujours
on débordait de la consigne. Oui. On a eu un mal fou à ne pas déborder. Ce qui veut donc dire qu'on a un esprit qui est continuel, probablement orienté d'une certaine façon sans qu'on en ait conscience. Non, c'est pas grave. Ça veut juste dire que là, ça a été compliqué pour vous l'exercice. Il ne faut pas mettez pas de jugement là-dessus. C'est pas grave. Voilà. Exercice compliqué et percepteur valide direct. Ah, ça c'est à voir. Ça, c'est à voir si c'est un percepteur direct déjà. Valide encore. On va revenir. Le groupe qui est là-bas? Oui. Vous avez réussi à trouver des exemples sur chacun, pas tous? Oui, on a trouvé. On va voir, on va les balayer, ok. Et à distance, est-ce que vous avez réussi à faire à peu près l'exercice de balayer les différentes divisions et de voir si vous trouvez un exemple? Ou ça a été compliqué. Ouh, c'est compliqué. Je vais trouver des exemples pour chacun. Wow. Pourtant, c'est notre vie quotidienne, non? Non, mais il faut savoir exactement ce que ça représente, ce que chacun représente. Quoi. C'est ça. Moi, je vous l'avais dit très vite. Maintenant, on va y aller un peu plus lentement. Alors, bienvenue dans des concepts. Là, on commence à augmenter un tout petit peu le côté compliqué, mais pas beaucoup, vous inquiétez pas. Percepteur valide direct. Bon, la définition, je vous l'ai mise. Vous n'avez pas à la relire, à l'écrire, etc. Ça se retrouve. Ce qui est important, c'est ce que j'ai souligné. C'est quelque chose qui connaît, qui est non erroné, c'est-à-dire que l'objet qui va vous apparaître à votre perception, il est vrai, il est juste, il correspond à la réalité. Et il est libre de conceptualisation, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas d'image, de generality, ça y est, généralité de sens. Désolée, comme j'étudie en partie en anglais, des fois j'ai les mots en anglais qui arrivent. C'est plus gênant. Alors, exemple. Ouais. Est-ce que vous en avez un? Je pense qu'il est impossible. Le fait de se mettre la main dans le feu. Le fait de mettre la main dans le feu, ce n'est pas une conscience. Alors, on a soyez plus précis. On ne savait pas s'il y avait finalement quelque chose de valide. Direct. Ouais. Si je reformule ce que vous avez dit, la perception de la chaleur, par exemple, donc ça c'est une conscience, vous percevez quelque chose, la perception de la chaleur quand vous mettez la main près du feu, c'est direct et c'est valide. Oui, ça marche. Ah bon, tu as dit non. Non, parce que tu as dit la main dans le feu. Je suis en train de te faire travailler sur le fait que tu dois travailler sur une conscience. La perception. La perception. Tu as vu la manière dont je l'ai reformulé? Le fait de se brûler. Le fait de brûler, ça peut être tout simplement la peau qui brûle, c'est physique, ce n'est pas une conscience. Le fait de sentir la chaleur ou la brûlure quand tu mets la main, alors il faut voir si c'est uniquement direct ou si après tu rajoutes des concepts comme on a fait sur la souffrance tout à l'heure. Il est possible qu'il y ait une part de direct et que par-dessus tu mets une conscience conceptuelle. La conscience tactile, c'est bien une conscience. Pardon? La conscience tactile, c'est une conscience. La conscience tactile est une conscience, mais ce qu'il disait, c'était mettre la main dans le feu. Mettre la main dans le feu, ce n'est pas une conscience. Et se brûler, ça peut être aussi physique, tu vois. Il faut être précis, c'est la sensation de brûlure. Là, c'est... D'accord. Ok. Sophie, par rapport à ça, est-ce qu'une douleur qu'on éprouverait à un bras, alors que ce bras a disparu, cette fameuse conscience de souffrance d'un membre? C'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est donc là le percepteur valide direct? Alors, déjà, ça ne sera pas valide parce qu'il faut que ça soit non erroné. L'objet qui apparaît quand tu crois, dis-moi, ce qui apparaît, c'est comme si tu avais ton bras qui n'était plus là, mais qui apparaît. Oui. Donc, dans ce sens-là, elle est erronée. Tu mets percepteur valide direct.
non C'est la erronée. perception, puisque je comprends bien la rectification que tu as faite par rapport à Florence. Hein. Tu as dit c'est pas la main. Tu vas percevoir de la souffrance. Alors, si on est très précis, la perception, tu vois, les douleurs fantômes, si le truc c'est je perçois mon bras qui a mal, c'est directement ta conscience proprioceptive qui perçoit une douleur à un bras qui n'existe pas. Là, ça va être sans doute erroné, mais là, tu vois, je fais attention parce que je ne suis pas complètement sûre à 100%, mais j'aurais dit erroné parce que le bras, il n'est plus là. Il n'est plus là, le bras. Il y a bien une perception, mais elle n'est pas juste. Mais là, je la garde. C'est un bon exemple. Celui-là, j'ai un peu plus de mal. Par contre, si on est plus précis et on dit la douleur, uniquement la douleur, je perçois une douleur par ma conscience proprioceptive, sans parler du bras qui est là ou qui n'est pas là. Tu as bien une douleur. C'est pas faux. Il y en a une. Tu perçois directement par la proprioception cette douleur. Du moment que tu ne rajoutes pas le concept il y a un bras et j'ai mal, ça pourrait éventuellement. Mais c'est là où je vous dis, il faut être précis. Vous voyez le truc? Et ça veut dire que dans la vie quotidienne, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. Dans la vie quotidienne, on mixe les choses. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. On mixe le direct, on mixe l'inférentiel. On croit ce qui est direct, on croit ce qui est inférentiel être direct, et on croit aussi que des choses non erronées sont justes. Donc c'est intéressant d'avoir ça. C'est hyper compliqué, quoi. Donc, bon, je vais monter un tout petit peu le niveau juste maintenant. Après, vous inquiétez pas, ça va redescendre. Et le bras qui n'est plus là, ça ne pourrait pas être une perception directe qui ne discerne pas son objet? Non, parce que là, il le discerne son objet. Ça pourrait être une conscience fausse. Ah oui, fausse peut-être. C'est une conscience fausse, à mon avis. Il se trompe sur son objet. Sur l'objet. Complètement. Ouais. Effectivement, la douleur, elle est là, mais il se trompe sur l'objet, ouais. Moi, je mettrais fausse au départ. Donc, mais après, il faut peut-être aller plus dans le détail pour décomposer, dire cette partie-là, elle est juste, cette partie-là, elle est fausse. Mais j'aurais mis fausse au départ. Connaisseur inférentiel. Connaisseur qui détermine son objet en dépendance d'un signe. Alors là, d'un signe. On va mettre, pour simplifier, une raison, hein, une explication, un raisonnement, une raison correcte qui est irréfutable, et c'est généralement par rapport à un phénomène caché. Ça, voilà. De la fumée. Je ne sais pas tout, ça c'est compliqué, mais je vous l'ai mis pour ceux qui sont... Je ne savais pas quel niveau vous étiez, donc j'ai mis tous les niveaux. Et ce que je parle, j'essaye d'être plus bas. Et inférentiel, c'est quoi comme exemple, s'il te plaît? Eh bien, par exemple, la fumée. Attendez, on va voir. Est-ce que vous aviez un exemple? S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a un feu. Voilà, il y a de la fumée parce qu'il y a un feu parce qu'il y a de la fumée. Ça serait connaisseur inférentiel. Le signe, la raison, ça serait il y a de la fumée. Elle serait correcte, elle serait irréfutable. Et du coup, le connaisseur, il serait irréfutable, il y a un feu. Bon, je peux vous casser ça rapidement, mais on va dire... Qu'est-ce que c'est qui est irréfutable? Ce qui est irréfutable, c'est qu'il y a un feu. Caché, le phénomène caché. Le phénomène caché, là, c'est le feu. Par exemple, vous voyez au loin, vous voyez que de la fumée. Vous ne voyez pas le feu directement. Vous voyez la fumée. La fumée, c'est un signe qui est correct, il est juste, il est bien là. Et irréfutablement, vous savez, quand vous voyez cette fumée, qu'il y a un feu. On appelle une déduction. Quoi? Une déduction. C'est une déduction, mais qui est valide. C'est-à-dire que le signe, il est correct et qu'en plus, vous êtes irréfutable, c'est-à-dire que vous êtes sûr du truc. Un autre exemple. Je vais mourir parce que je suis un être humain et tous les êtres humains meurent.
Oui, mais ça, c'est un faux sophisme, justement. Parce que, en fait, c'est jusqu'à présent que ça se passe. Mais je veux dire, Pourquoi tous les êtres humains ne meurent pas? on ne peut pas prédire. Oui, enfin, dans ces cas-là, vous allez avoir On du mal à parle faire d'une expérience. Bah, Une expérience du vécu. un être, la plupart des êtres humains, sauf erreur de ma part, tous meurent. Hein. Il n'y a pas d'exception. C'est pas un sophisme, ça serait un sophisme quand même. C'est ça, c'est un philosophe qui a dit ça. Tous les êtres humains meurent et c'est un être humain, donc. Oui, mais il est juste. C'est un connaisseur inférentiel qui est juste. La raison, elle est correcte. Tous les êtres humains, ils meurent. Je suis un être humain, donc je vais mourir. Ça, c'est un connaisseur inférentiel, il est juste. Le truc, c'est de savoir si la raison est exacte. Si elle n'est pas exacte, genre, qui est pas trop. Ouais, mais ça, je veux pas aller dans trop de la philosophie du débat. Il serait peut-être elle a trop mangé, elle a vomi. Donc, si je mange trop, je vomis. Oui, ça peut être ça. Elle a mangé ça, elle a vomi. Ouais. Donc, si je mange ça, je vais vomir. Ouais. Ah oui, mais vous n'êtes pas du tout sûr qu'elle a vomi parce qu'elle a mangé ça. Elle a peut-être vomi parce qu'elle avait un virus. Et on ne réagit pas tous de la même manière non plus. Exactement. Donc, du coup, là, la raison, elle n'est pas correcte. Et donc, du coup, le connaisseur, c'est pas un connaisseur inférencié. Ouais. C'est pas ça. Je vous donne, vous touchez qu'en fait, votre manière de fonctionner, c'est souvent ça. Vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un disait, il a les yeux qui pétillent, donc il est heureux. Ah, est-ce que tous les gens qui ont les yeux qui pétillent sont heureux? Non. Non. Donc, ce n'est pas un connaisseur inférentiel. Votre raison, elle n'est pas juste. Et vous croyez avoir raison parce que vous basez sur quelque chose qui est erroné. Donc, en fait, je vous fais toucher le fait que ça, c'est de la théorie, mais c'est en fait votre quotidien. Et ça, c'est conséquences. Et ça a des conséquences. On ne va pas revenir sur le subséquent. Je vous ai dit, est-ce que... Ah, j'avais enlevé la supposition correcte? Non. Non, elle est là. C'est bon. Est-ce que vous avez un exemple de conscience de supposition correcte? Eh bien, ce que je disais, peut-être, j'avais cité l'exemple en dernier. Bon, je vous dire, je pense que la pièce va être très bonne, mais en fait, je me base, c'est pas validé, quoi. Alors, il y a un point sur la supposition correcte, c'est la conscience qui adhère au phénomène de manière concentrée et elle est correcte. C'est-à-dire que le phénomène, il est juste. Par exemple, je vais dire... je pense que... non, j'ai du mal un petit peu. On n'est pas obligé. Donc, il y a une conscience qui suppose de manière correcte que les phénomènes composés de causes et conditions sont impermanents. Point. Elle est certaine que tous les phénomènes composés sont impermanents. C'est une supposition, mais il n'y a pas de raison. Si on lui demande « Et pourquoi tu crois que tous les phénomènes sont impermanents, composés sont impermanents ?» La personne ne sera pas capable de répondre pourquoi. Elle le suppose. Elle pense « Je vais mourir ». Et on dit « Pourquoi tu vas mourir ?» Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas « Je suis un être humain, donc tous les êtres humains meurent ». Il n'y a pas quelque chose de solide derrière. Vous voyez le truc? Et ça, on l'a souvent. Souvent, on croit qu'on sait les choses. On croit qu'on est persuadé. Oui, non, mais on l'a déjà entendu. Ouais, les phénomènes composés sont en permanence. Est-ce que ça peut être aussi, une fois que mon corps aura cessé de bouger,
ma conscience va continuer à faire vivre des expériences. Ça peut être ça, si tu n'as pas de raisonnement derrière, si tu ne sais pas qu'il y a une continuité de conscience, tu n'es pas sûr de ça, tu dis, je suis sûr, je vais continuer, ma conscience aura encore des expériences, même une fois mort. On te demande, tu vois, on te creuse un peu, on te dit, pourquoi tu es sûr? Et là, tu n'as pas la notion claire de continuité de conscience, tu dis juste, je suis sûr, c'est une conscience de supposition correcte. Elle n'est pas erronée. Mais le fait est qu'elle peut être réfutable. Quelqu'un peut vous dire, bah non, quand le corps il est mort, et puis la conscience, elle disparaît en même temps. Et puis, il va vous donner tous les arguments scientifiques qui vont avec. Et à ce moment-là, bah, peut-être que vous repasserez dans des doutes. Pourquoi elle n'est pas erronée si on n'a pas de peur? Elle n'est pas erronée parce que l'objet est vrai. Bon, là, pour le coup, pour moi, il est vrai. Mais prenons, je vais mourir sans cause, sans explication derrière. Je vais mourir, mais on te demande, et pourquoi? L'objet, il est vrai, tu vas vraiment mourir. Mais soit tu n'as pas de raison, c'est ce que j'écris, soit la cause, je vais mourir parce que je m'appelle Stéphane. Bah, ouais, voilà quoi. Donc, soit la raison, elle n'est pas exacte, soit il n'a pas validé la raison, soit la raison, elle n'existe pas. Mais elle est vraie. Donc, elle n'est pas fausse. Voyez? Donc, en fait, et dans la manière dont on travaille dans le travail spirituel, on a souvent de la conscience de supposition correcte avant d'avoir les deux premières, les vraiment irréfutables. On l'a parce qu'on a entendu, on a étudié, on commence à être convaincu, on a réfléchi, mais des fois, on n'a plus la raison. On sait juste. On peut le répéter. On peut en être convaincu. Mais si quelqu'un vient gratter un petit peu, ça va s'effriter assez vite. Donc, on y passe tous là. C'est normal. Il n'y a pas de bonne ou du moins, c'est juste un process, mais il faut savoir où est-ce qu'on en est. C'est intéressant de savoir où on en est. On en a déjà parlé du 5, le percepteur direct qui ne discerne pas son objet. Est-ce que vous avez trouvé un autre exemple ou Un aveugle se cogne la tête dans la rue. Ouais. Il ne sait pas si ce qui va heurter. Si c'est un arbre. Ah, alors, on va être plus précis. Donc là, tu es sur une conscience proprioceptive. Oui. Il vient de se cogner. Il n'arrive pas à discerner son objet. Sauf que là, en fait, son objet, regarde la définition, n'est pas exactement ça. C'est bien qu'il ait donné ça parce que la manière dont c'est traduit, ce n'est pas totalement exact. Un connaisseur pour lequel un objet impermanent apparaît mais n'induit pas une connaissance. Il a connu quelque chose. Il a connu le fait qu'il y a quelque chose devant lui. Il sait qu'il y a quelque chose. Donc là, pour le coup, ce n'est pas ça. Parce que un aveugle qui ne voit pas, qui se cogne, qui sent quelque chose, sa conscience proprioceptive sait qu'il y a un objet. Elle ne sait pas lequel c'est, mais elle sait. Donc, ça peut être un percepteur direct, il est valide, il y a un objet devant. Tu vois? Il ne va pas pouvoir dire il est rose, il est rouge, il est... Voilà. Mais il sait qu'il y a un objet, et il y a un objet. Donc, il est valide en fait. Par contre, là, c'est ce que je disais, c'est quand il y a une conscience qui est un peu inattentive. C'est-à-dire que c'est systématiquement une conscience directe. Donc, c'est souvent une conscience des sens. Ça peut être mental. Direct, ça ne veut pas dire que ce n'est pas mental. Il y a des consciences mentales directes. Ça existe. Mais ça n'induit pas une connaissance. C'est-à-dire, l'objet apparaît, mais vous n'avez rien. Franchement, vous êtes incapable de même vous souvenir qu'il y a eu un son, de vous souvenir qu'il y a eu quelque chose, un pop. Donc, on ne pourrait pas classer, compte tenu de la fin là, que tu dis, c'est sûrement, je pensais, le comportement des animaux. On dit que quelquefois, avant, donc, même jour, je crois, avant un tsunami, avant un tremblement de terre, ils vont avoir un comportement de fuite. Très erratique, oui. Et eux, finalement, ils n'ont pas connaissance. Et
Et d'un côté, Ils doivent perçoivent. Ils perçoivent. Alors, leur conscience, ça doit être proprioceptif, je suppose, parce que je pense que ça doit être celle-là, doit percevoir quelque chose. Et donc là, ça doit être direct et valide. Et après, ils ont un mouvement. Ce mouvement, c'est induit par une conscience sans doute mentale et qui va commencer à les faire bouger. Donc, pas forcément. Pas forcément. Ouais, En fait, là, ouais. Est-ce que ça implique toutes les choses en fait, qui sont autour de nous et dont on n'a pas conscience parce qu'on n'est pas vraiment présent au moment? Ça peut être ça, mais il faut vraiment, par exemple, quand moi, des fois, je me mets à travailler, j'ai de la musique ou des infos. J'entends absolument pas les infos, je suis tellement concentrée sur mon travail ou voilà, que le son, il est là, ma conscience, elle existe, elle est là. Par contre, je n'entends plus rien parce que je suis tellement concentrée, absorbée par autre chose que j'entends pas. Ça doit vous arriver des fois quand vous êtes concentré, vous entendez pas, vous goûtez pas, vous sentez pas le goût. Vous êtes tellement absorbé à regarder quelque chose, vous sentez pas que dans la bouche il reste des odeurs, il y a des odeurs dans le nez, il y a du goût. Donc il y a des percepteurs directs qui ne discernent pas leur objet. Ils sont là, hein. Alors, ça dépend, parce qu'il faut aller très, très, très... Est-ce qu'il perçoit le goût quand même? Un peu, hein. Donc là, il perçoit quand même un petit peu son objet. Mais il ne perçoit pas sa satiété. Non, il y a des choses qu'il ne percevra peut-être pas. Je pense, Oui, je pense pas qu'on puisse dire qu'on n'entend pas la musique ou la radio quand on est concentré sur une tâche. Il me semble qu'on l'entend, mais on ne peut pas l'écouter. C'est un petit peu la différence entre les deux. en fait, l'objet, il apparaît, mais en fait, tu n'as pas... Ton esprit ne s'engage pas dedans, en fait. Il ne s'engage pas clairement dedans. Quand tu es vraiment concentré, quand tu as une phase de concentration qui est assez forte, tu peux avoir tes consciences qui Oui, on peut entendre finalement. On peut entendre, mais ne pas écouter. Non, tu n'entends même plus. On n'entend plus. Oui, ça peut arriver que tu n'entendes même pas. Quand on est en attitude. Parce que moi, quand j'écoute la musique et puis que je lis, j'entends toujours la musique. Mais par contre, j'ai du mal à l'écouter. Eh ben, moi, ça m'arrive de ne pas l'entendre. Je ne sais même plus bon. si c'est de la musique. D'accord, Si tu l'entends encore, c'est pas ça. d'accord. C'est comme voir et regarder. Moi, je fais une petite différence. Oui, non, là, c'est vraiment, en fait, la conscience, elle fonctionne, elle est opérationnelle, mais tu pourras toujours demander, tu ne sauras pas s'il y avait de la musique ou pas, tu ne sauras pas si quelqu'un est passé devant toi ou pas, tu ne sauras pas si quelqu'un t'a touché ou pas. La conscience de doute, c'est quand même plus simple. Ouais. Vous en avez trouvé une? Oui, c'est ce que tu disais. Quand quelqu'un envoie deux messages, quand quelqu'un nous dit des choses, mais qu'il n'a pas de tact en face, par exemple. Alors, dis-moi quelle est la La conscience. perception du doute entre ce qu'il dit et ce qu'il D'accord. fait. Tu as deux messages contradictoires et ta perception mentale, tu ne sais pas lequel est vrai entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ça marche. Yeah. Le trompe-l'œil aussi, peut-être. Ça fait le tir sur la fin. Le trompe-l'œil, peut-être aussi, non? Le quoi? Le trompe-l'œil. Le trompe-l'œil. C'est ces dessins qu'on fait sur des grands bâtiments, par exemple, qui donnent l'impression que les personnages sont là, alors qu'ils ne sont pas là. Il y a un doute entre est-ce que c'est bien ça? Un peu comme un mirage, quoi. Alors, ça serait la conscience qui regarde un trompe-l'œil et qui ne sait pas si, par exemple, la personne avance ou elle recule. Ça, je serais d'accord. D'accord. La conscience fausse, c'est un connaisseur qui se trompe sur son objet d'engagement, c'est-à-dire qui se trompe dans la réalisation de son objet. Il se trompe. Exemple, croire qu'on existe de manière intrinsèque. Moi, je suis là, bien solide, indépendant de mon corps et de mon esprit. Très solide. Là, c'est raté. Donc ça, on en a su. Allez,
On a fini avec les côtés un peu intellectuels. On va faire autre chose. Vous allez pouvoir respirer un peu. Mais vous voyez, ça, ce qui est important, c'est comprendre que quand on parle de... Non, je vais finir quand même sur ça. Quand on parle de conscience, de mental, etc., on a une vision très générale. Vous voyez, on regarde de très loin. Après, on peut regarder, on peut arriver à se dire ça, c'est proprioceptif, ça, c'est auditif, ça, c'est mental. Déjà un peu plus près. Si vous voulez savoir si vos perceptions sont exactes ou pas, il faut aller sur des niveaux où est-ce que c'est stable, est-ce que l'objet qui m'apparaît est juste, est-ce que si c'est quelque chose, est-ce que c'est conceptuel ou pas, si c'est conceptuel, est-ce que le signe est juste, et ainsi de suite. Vous voyez, il faut aller plus dans du détail. Et c'est important même dans la vie quotidienne. Il y a des exercices, moi j'ai trouvé ça génial, dans une nonnerie, donc avec des nonnes, elles font l'exercice quotidien de travailler sur quelque chose qu'elles croient, et puis elles donnent la raison, puis après ils vérifient si la raison est établie ou pas, et donc c'est comme un jeu, et pour un peu comme dire je vais mourir parce que je m'appelle Pascal, bon ça y est, maintenant c'est Pascal, c'est bien. Mais elles le font sur des choses qu'elles vivent quotidiennement. Et du coup, c'est intéressant, ça leur fait un entraînement pour distinguer est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que je suis en train de faire des généralités qui sont fausses ou pas. Et ça vous permet d'enlever celui-là, il est méchant parce qu'il m'a dit du mal. Par exemple, ça, on le fait, hein. Il m'a pas dit bonjour, donc c'est un hip. Ben, si tous les gens qui disent pas bonjour, c'est eh ben on est mal barré. Tout à l'heure, tu as parlé de la conscience mentale directe. Tu peux donner un exemple? Oui. Dans des niveaux, un exemple facile. Quand tu travailles sur la vacuité, à un moment, tu arrives sur la perception directe de la vacuité. Parce que là, je te parle. Perception directe de la vacuité, c'est une conscience mentale qui réalise directement son objet. Le non-soi, c'est pareil. Ouais, c'est yogique. Donc, en fait, comme on travaille avec la conscience mentale, c'est vers ça qu'on veut aller, en fait. Ah. Pour développer toutes nos qualités, enlever tous nos perturbations, c'est bien au niveau de la conscience mentale. Et on veut aller sur quelque chose de direct parce que ça sera plus intense, plus stable. Et à partir de là, on peut avoir des vraies réalisations. Voilà. Même les connaisseurs inférentiels, c'est déjà une réalisation. Je reprécise ça. Rien que connaître de manière inférentielle la vacuité, c'est déjà une réalisation. Et après, au-dessus, c'est la directe. La directe, c'est ce qui permet de nettoyer, qui va directement. Merci. Et on en a aussi du mental direct, mais c'est plus compliqué. Donc, on va rester sur ça. Alors, on va jouer un petit peu. Vous voyez, là, on revient sur des schémas, plus de définition. Voilà, vous avez soufflé un tout petit peu. On fera une pause. Les facteurs omniprésents. Qu'est-ce que c'est les facteurs omniprésents? D'abord, non, on va faire autre chose. Je vais couper un tout petit peu la projection 5 minutes, je vais parler avant. Hop, arrêtez le partage. Bon, du coup, vous ne regardez pas ce qu'il y a. Une autre manière de diviser l'esprit, c'est définir l'esprit principal. Donc, c'est la conscience, par exemple la conscience visuelle, et les facteurs mentaux. Les facteurs mentaux, c'est les fonctions de l'esprit. C'est-à-dire que d'un côté, on regarde le fait que l'esprit, de manière globale, soit clair et connaissant par rapport à un objet. Et après, on va regarder de manière plus précise. Là encore, c'est un peu comme si vous vous mettez la focale en allant plus près sur votre esprit. Comment il fonctionne? C'est quoi sa fonction? Est-ce que, par exemple, la colère, c'est une des fonctions mentales de l'esprit. C'est l'attachement, une autre fonction mentale de l'esprit. On retourne en général, on parle de conscience. On va plus proche, on parle de conscience principale
et de facteurs mentaux. Est-ce que ça, pour l'instant, c'est clair? Ouais. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est tout le reste de l'enseignement, aujourd'hui et demain, sur les facteurs mentaux. Pourquoi on va sur ça? Parce qu'en comprenant comment ça fonctionne, en comprenant complètement comment ça fonctionne, on peut comprendre aussi comment on peut modifier les facteurs mentaux, donc plus dans le détail, pour améliorer, enlever nos perturbations, améliorer nos perceptions, être plus proche de la réalité. Si on reste dans le général, on peut dire de choses générales, c'est une conscience visuelle, mentale, etc. Quand on va plus près, on va se dire « Ah, mais là, la colère, c'est un facteur mental non vertueux, donc il faut que je mette un autre antidote ou que je mette ça. » Et puis, on commence à faire un petit peu de la cuisine dans son esprit. Ça permet aussi de voir que l'esprit, ce n'est pas une seule chose. C'est en fait plein de fonctions qui fonctionnent en même temps. On a plein de catégories. On parle de 51 facteurs mentaux. Rassurez-vous, vous n'allez pas faire les 51 en 2 jours. Et en fait, à votre avis, j'aurais dû le demander avant, c'est pas grave. Est-ce qu'il n'y en a que 51? Il y en a bien plus. Il y en a bien plus. 51, c'est pour décrire. Il faut imaginer que facteurs mentaux, ça veut dire une manière de fonctionner de l'esprit, fonctionnement de l'esprit, fonction de l'esprit. Vous voyez? Donc, dans la manière dont vous fonctionnez au quotidien, vous n'êtes pas monolithe, votre esprit, il a plein de choses qui peuvent se faire en même temps. Vous pouvez voir un objet et développer de l'aspiration par rapport à cet objet. Vous voyez? Et en même temps que vous avez l'aspiration, vous déterminez bien l'objet, vous avez, je ne sais pas, de la joie qui arrive, etc. Vous pouvez avoir plein de choses en même temps. Donc là, on va aller là-dedans, un petit peu. C'est pour vous donner le taste, toujours. Mais pratique. Donc, on va essayer de garder le côté pratique. Dès que vous avez une conscience, un esprit, quelle que soit la conscience d'esprit, il y a 5 facteurs mentaux qui l'accompagnent systématiquement. S'il en manque un seul, il n'y a pas de conscience. Facile. Et c'est ce qu'on appelle les facteurs omniprésents. Et ils sont très importants parce que dès qu'ils sont là, il y a la conscience, mais en plus, il y en a certains, on va les retrouver. On a parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, il faut aller sur les 5 agrégats ». Pour ceux qui connaissent un peu les 5 agrégats, dedans, dans ces facteurs omniprésents, il y en a quelques-uns, c'est justement un des agrégats. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les agrégats, c'est une base qu'on utilise pour comprendre ce qu'est exactement la personne, en fait. Mais je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais juste remettre le diaporama si j'arrive. Voilà. Là, il faut que je le projette. Voilà. Il y en a 5 d'omniprésents. Donc, j'ai essayé de faire les choses de manière séquentielle. Et après, je vous dirai, ça, c'était juste de l'explication. Imaginez, vous êtes en train de regarder, vous venez de vous réveiller. J'adore quand vous venez de vous réveiller. Hein, vous ouvrez les yeux. Vous regardez autour de vous, vous voyez un truc un peu flou, là, vous voyez le nuage un peu flou. Première chose que va faire votre esprit, la conscience visuelle, c'est de rentrer en contact avec l'objet. Vous voyez? J'ai mon objet, j'ai ma conscience visuelle et elle va mettre la fonction de l'esprit, c'est elle met en contact la conscience, le pouvoir sensoriel, donc on va dire le pouvoir qui correspond à la vue, et l'objet. Et ça, c'est le premier facteur, ça met en contact. Parce que si jamais, par exemple, vous aviez l'esprit, l'objet, et qu'il n'y avait pas de contact, l'objet, il n'apparaîtra jamais. Donc là, c'est la première fonction, c'est juste celle qui met en contact. Et elle va conduire à une sensation. Le deuxième, c'est l'engagement mental.
Donc, une fois que vous venez de vous réveiller, vous ouvrez les yeux, il y a quelque chose qui apparaît devant vous. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui arrive dans la pièce. Vous avez entendu éventuellement quelqu'un qui arrive dans la pièce et vous regardez et vous voyez quelqu'un qui porte un truc qui ressemble à ça, un petit cylindre au-dessus. L'engagement mental, c'est il va diriger l'esprit sur un objet particulier d'observation. Donc, il faut que votre esprit aille regarder un objet particulier. Il va regarder en général, il va regarder cet objet. Continue, vous êtes toujours en train de vous réveiller, vous avez une certaine forme, et là, vous discriminez. C'est un super gâteau de chocolat. C'est votre anniversaire, alors il y a votre maman qui vous amène votre gâteau de chocolat. C'est sympa, hein? Là, vous discriminez. Ça veut dire, ça va identifier, par exemple, pour la conscience visuelle, ça va identifier la couleur, la forme, ça va voir clairement l'objet. Ou pas, parce que ça peut ne pas être clair, mais en gros, ça discrimine l'objet. Ça va regarder les caractéristiques qui ne sont pas communes à d'autres. En quoi c'est un gâteau au chocolat et c'est pas moi, un cahier, un stylo. Il va distinguer la forme, la couleur, il va dire, ah là, c'est un gâteau au chocolat. Ça va? Ça, c'est la discrimination. Et puis, si vous aimez le gâteau au chocolat, si ce n'est pas le cas, vous barrez le cœur, vous allez avoir une sensation. C'est plaisant, c'est déplaisant. Ou c'est neutre. 3 sensations possibles. Ça fait l'expérience, soit du plaisir, soit de la souffrance, soit de la neutralité. Alors, j'ai un peu exagéré parce que l'intention, ce n'est pas tout à fait ça. Disons que, pour caricaturer, votre conscience visuelle, elle vient de rentrer en contact avec l'objet. Elle vient de s'engager vers l'objet. Elle vient de discerner l'objet. Là, elle va mettre une impulsion d'aller encore plus près de l'objet. Bon, là, j'ai mis une petite cuillère, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'elle va faire, c'est une conscience visuelle. Mais si elle aime bien le gâteau au chocolat, ça va s'approcher de l'objet. Si elle n'aime pas le gâteau au chocolat, elle va s'éloigner. C'est-à-dire, ce qu'elle fait, elle va diriger toute l'activité de l'esprit de chaque facteur mental par rapport à l'objet. L'intention, c'est ça. C'est-à-dire, tous les facteurs mentaux vont entrer en synchronisation grâce à l'intention. Si vous mettez une intention d'aimer quelqu'un, tout votre esprit va commencer à agir pour essayer que l'autre soit heureux. Tout va marcher. Si vous mettez une intention de vouloir détruire quelque chose, tout votre esprit, vous allez avoir de la colère, tous vos facteurs mentaux vont entraîner une activité qui va être négative. L'intention, c'est la chose la plus importante dans votre esprit, quasiment. C'est ce qui va faire que vos actions vont être justes ou pas justes. C'est ce qui va faire que vous allez percevoir les manières de manière exacte ou erronée aussi. Là, je comprends. On ne comprend pas ce que tu en déduis. Oui. Parce que quand on va vers ces facteurs, oui, et que tu cites par exemple la discrimination, oui, est-ce qu'il ne peut pas y avoir dans la discrimination qu'on fait au moment où la conscience donc s'éveille, les choses qu'on a vues antérieurement, c'est-à-dire quelque chose qui serait faux. Bien sûr, tout à fait. Après l'intention, elle peut être fausse. Aller vers le juste. Elle peut être fausse. L'intention, imagine. Un cas très concret, il y a quelqu'un. Sur les gâteaux avec ton caoutchouc, par exemple. Quelqu'un qui te bouscule dans la rue. On va reprendre ça. Quelqu'un qui te bouscule dans la rue. Donc, tu vas voir ta conscience. Non, on va faire la conscience mentale. La conscience mentale va rentrer en contact avec l'objet que tu as reçu un coup sur ton épaule. On va dire ça comme ça. Là, c'est le contact. On revient sur le contact. Ensuite, tu vas avoir discerné, c'est cette personne qui m'a frappé.
Bon, je fais grossièrement, mais on va y aller. Tu vas diriger ton esprit vraiment vers cet objet, c'est bien cette personne, c'est voilà. Tu vas le discriminer. Cette personne-là, tu vas la considérer directement, peut-être, tu vas la voir de manière extrêmement négative. Parce qu'elle t'a heurté, etc. Ton intention, tu vas avoir une sensation qui va être négative. Ton intention, peut-être, va être soit de fuir, soit d'agresser. Intention négative dans les deux cas. Imagine que cette personne-là était en fait, et ça tu l'as mal discriminée. Cette personne-là, en fait, était quelqu'un qui était en train de perdre l'équilibre parce qu'elle était malade. Et que, en fait, elle n'a pas fait du tout exprès et qu'elle risque de tomber. Toi, tu auras quand même eu la sensation négative et l'intention de soit la frapper, soit de partir. Donc, c'est super la manière dont tu amènes ça. Les 3 facteurs les plus importants, discrimination, sensation, intention. Et tout repose sur la discrimination, comme vous venez de comprendre. Et pourquoi c'est pour ça qu'ils sont hyper importants, parce que la discrimination, c'est le cœur du sujet. Si on regarde les choses, on reprend la méditation de ce matin sur la souffrance, je vois une souffrance, je ressens une sensation négative et je mets l'intention de m'éloigner. Je ne vais pas la connaître. Là, on a mis comme intention, je veux la connaître, je vois une souffrance, j'ai senti, j'ai mis une intention, je veux aller voir, je veux la connaître. Là, tous tes facteurs mentaux ont changé ta manière d'expérience et ils ont été voir directement. Donc, l'instant d'après, la discrimination n'était plus la même. Tu as changé la discrimination. Du coup, tu as changé la sensation et tu as changé l'intention parce que pour certains d'entre vous, c'est même devenu plaisant et vous êtes restés. Vous voyez le truc? Ces facteurs-là, ils sont tout le temps avec vous. Si vous changez votre discrimination, et si vous... Il y a 2 différentes façons de faire. Vous pouvez changer la discrimination. Vous pouvez changer l'intention. Si vous mettez une intention, quand on fait une motivation, ce que je vous fais faire en début de séance, on met une motivation. Derrière, vous mettez une intention. L'intention de travailler sur l'esprit, et du coup, on avait élargi pour tous les êtres. Vous êtes en train de mettre tout votre esprit en accord pour travailler pour tous les êtres, en train de connaître votre esprit. Vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de modifier tout seul l'esprit, très simplement. Vous voyez le truc? C'est ça qu'on fait en méditation. On bouge, entre autres, ces facteurs omniprésents. Pour ça, je trouve ça génial d'apprendre le lori. Vous savez ce que vous commencez à faire? Alors, là, je vous ai expliqué de manière un peu grossière. Ils sont toujours présents dès qu'il y a une conscience. Ils sont simultanés. Ils ne sont pas séquentiels. En même temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque instant, vous n'avez pas un coup le gâteau, vous le voyez, etc. Vous avez les 5 d'un coup. L'idée, c'est de dissocier peut-être. Alors, ce n'est pas si simple que ça, mais vous pouvez travailler plus particulièrement sur l'un. Vous pouvez travailler sur l'intention. C'est ce qu'on fait dans la motivation, c'est ce qu'on fait dans les dédicaces. On remet des intentions aussi par rapport à l'esprit. On peut travailler sur la discrimination, c'est ce qu'on fait entre autres en méditation analytique, mais aussi en méditation vipassana. On regarde directement l'objet et on discrimine l'objet de manière plus précise. On va regarder plus, on transforme notre manière de faire. L'intention, c'est le karma. Pour ceux qui connaissent l'intention, c'est le karma mental. C'est pas l'évolution? C'est en fait, la traduction, toujours pareil. Alors, les facteurs mentaux, ils sont traduits différemment en français parce que il y a toujours ça. Et si c'est la même chose, l'évolution. D'accord.
Dans les 5 gras, vous avez la forme. Bon, ça, on enlève, ce n'est pas du mental. La sensation, on vient de la voir. L'identification, discrimination. Okay. Et après, les facteurs composés. Certains ils disent volition, mais facteurs composés, c'est tous les autres facteurs mentaux. Tous. Dedans, il y a l'intention, l'évolution. Et la conscience. Conscience, c'est un peu la conscience principale. Donc, vous voyez que dans les 5 omniprésents, il y en a déjà 2 qui sont très explicites, qui sont dehors, et un qui n'est pas très loin, qui de temps en temps est le 4e, et de temps en temps, il est englobé. On va faire une pause, ça fait 2 heures. On va faire une petite pause parce que comme ça, au moins, on va travailler un peu. Après, si ça vous va, on va faire une petite, je vais vous demander de faire une petite révision. On va vérifier si vous vous souvenez des facteurs mentaux, là, ce qu'on vient de voir. Et on va le mettre en application sur une méditation. Comme ça, on va travailler un petit peu dessus. On reviendra un tout petit peu sur ces facteurs-là. C'est déjà pas mal, je pense, pour aujourd'hui. On va faire ça. Donc, on fait une pause d'une vingtaine de minutes. Si vous voulez prendre un thé, il doit y avoir des petits gâteaux dehors, derrière. Prenez le temps pour rafraîchir un peu. Et voilà. On termine à 17h, c'est ça? C'est ça. J'essaye de... J'essaye. C'est vrai bon. Non, mais je pense que c'est bien. Donc, j'ai dit combien? 15-20 minutes? 15? T'as dit 20. Plus de 20. Si c'est 15, ça peut être... Non, on va faire 20.